second invité, Francesco Renzi, bonsoir ou bonjour, chercheur qualifié FNRS biologie des micro-organismes à l'UNAMUR. Dites-moi, comment est-ce que vous êtes arrivé à la génétique? Quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit « j'étais amoureux de la génétique ». Ça demande un mot d'explication. Oui, bonjour tous. Oui, c'est vrai en fait. Quand j'ai commencé mes études en biologie, je ne savais pas vraiment où c'était quel, disons, le domaine qui m'aurait plu le plus. Et je suis tombé amoureux de la génétique déjà en bac, grâce à mon prof de génétique en fait, que je trouvais que c'était vraiment... Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a ébloui? La beauté de la génétique? Oui, le fait de pouvoir, surtout l'ingénierie génétique, de pouvoir modifier un génome, de pouvoir exprimer, changer l'expression d'un gène, ou étudier comment les gènes sont exprimés. Et et la biologie moléculaire, en fait. La génétique et surtout la biologie moléculaire, que c'est ce que je fais maintenant. Oui. Et après, ça c'était, disons, la génétique et la biologie moléculaire en général, mais après, quand je fais mon master, là, je commençais à faire de la microbiologie, donc en fait, à faire de la génétique et de la biologie moléculaire, mais sur un micro-organisme, et notamment des bactéries. Des bactéries. Voilà. Alors, vous travaillez actuellement sur une bactérie un peu cauchemardesque, il faut bien le dire, que l'on trouve dans la gueule des chiens et parfois des chats. Alors, c'est la Capnocytophagacani morsus. Voilà. J'y suis arrivé. Oui. OK. Voilà, on la voit d'ailleurs, cette bactérie. Bon, elle est un peu agrandie, j'imagine. Oui, beaucoup agrandie. Alors, ouais. Elle peut être... Alors, pour les chats, les chiens, il n'y a pas de problème. Non. Par contre, elle peut être particulièrement dangereuse si, à un moment donné, elle passe chez l'homme. Voilà. Alors, d'abord, on ne va pas effrayer tous les gens qui ont des chats et des chiens. Hein, au contraire, il y aura des solutions. Mais comment cette bactérie peut-elle d'abord passer chez l'homme? Morsure? Oui. Alors, il y a différents moyens, mais c'est sûr, il faut un contact, évidemment, avec la gueule du chien, comme vous avez bien dit, parce que la bactérie vit naturellement, et donc ça fait partie de ce qu'on appelle le microbiote normal, et donc la flore de la gueule du chien et du chat aussi. Oui. Et il faut vraiment un contact direct. Donc, une morsure, c'est par exemple un des moyens avec lesquels la bactérie est capable de passer de la salive, disons de la bouche du chien, de la gueule du chien, au sang du patient. Et donc, il faut le contact salive-sang. Oui. Mais ça peut être, oui, voilà. Et donc, ça peut être par une morsure, par une griffure, souvent pour le chat, et aussi par se faire lécher un plaie, voilà. Mais il faut un contact. Donc, c'est une zoonose, c'est une maladie qui passe d'un animal à l'homme. Et quand vous dites c'est dangereux, ça peut provoquer carrément des septicémies gravissimes chez l'humain. Oui, même létales. Même létales. Voilà. Oui, ça veut dire que voilà, la maladie peut évoluer très rapidement depuis la première infection, c'est-à-dire le contact à salive du chien. Dans certains individus, il peut avoir une situation très grave qui peut porter en fait, à la mort. Alors, quand vous êtes tombé, j'ai envie de dire, sur cette bactérie, est-ce que vous étiez les seuls, ou bien on étudie cette bactérie ailleurs dans le monde? Et alors, on va expliquer ce que vous faites, mais est-ce que vous êtes unique dans cette recherche ou pas? Nous pouvons dire que dans la recherche de la bactérie, de la biologie moléculaire, de la génétique de la bactérie, on peut se considérer être maintenant le seul groupe au monde. Vous êtes le seul. Après, il y a des cliniciens qui, évidemment, sont intéressés par la bactérie, mais plutôt aux aspects cliniques et épidémiologiques. Par contre, nous, on travaille vraiment pour comprendre comment cette bactérie peut devenir, en fait, virulente. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, vous tentez de comprendre comment cette bactérie fonctionne au niveau de son enveloppe et comment elle se construit. Voilà. C'est ça. Et se maintient. Est-ce que vous pourriez expliquer? On peut peut-être voir la bactérie... voilà, oui. Là, par exemple. Ici, on voit plutôt une infection de cellules. Donc, vous voyez un tourné de vert et un bleu de cellules. Dans ce cas ici, ce sont des cellules humaines, ce sont des macrophages, des cellules du système immunitaire. Et un petit point rouge, voilà, ce sont des bactéries. Parce qu'en fait, ces bactéries ici sont capables de proliférer si mis en contact avec des cellules. Voilà. Ici, on voit la bactérie, et donc on part de l'enveloppe, on s'occupe de l'enveloppe, on s'intéresse aux enveloppes. Ça veut dire qu'on s'intéresse surtout à toutes les structures qui sont en surface de la bactérie. Pourquoi? Parce que les structures de surface, qui peuvent être de polysaccharides, de protéines et de lipides, sont en contact avec l'environnement externe. Et donc, si on pense à une bactérie qui vit dans la gueule du chien, ces structures sont importantes pour la vie de la bactérie dans son hôte, disons, naturel, mais peuvent avoir des structures qui sont importantes
aussi quand la bactérie va se retrouver dans un autre hôte, dans le cas d'une infection dans l'homme. Et alors, finalement, certaines souches ont une capsule qui se permet de se modifier chez un hôte. Alors, c'est qu'on a découvert, en fait, que dans ces structures externes, la plus externe, on peut considérer, c'est une capsule. C'est quoi une capsule? C'est une couche formée de polysaccharides, donc sont de sucre. Et cette capsule, c'est courant chez souvent de bactéries pathogènes parce qu'en fait, ça protège la bactérie. Ça la protège notamment dans les bactéries pathogènes quand on se retrouve dans un hôte, comme l'homme, et donc ça la protège contre le système immunitaire. Oui. Ici, on a découvert que Capnocytophaga cacaniamorsus avait des capsules, mais ce qui était intéressant, c'était de voir que les bactéries qu'on avait trouvées isolées, soit chez les chiens, soit chez les patients, ils avaient des capsules différentes. Différentes dans le sens que la composition en sucre n'était pas la même. Ah. Et ce qui était intéressant, c'était que chez les souches isolées chez les patients, donc des personnes qui avaient été infectées, il y avait principalement uniquement de bactéries qui avaient 3 types spécifiques de capsules. Donc ça suggérait que les bactéries qui vivent normalement dans le chien, mais qui ont une capsule de ce type-là, peuvent, pour des raisons qu'on ne connaît pas encore précisément, se transférer à l'homme. Mais donc ça permettrait donc d'avoir des mesures de... Voilà. Le but, finalement, c'est de tuer cette méchante bactérie si, à un moment donné, elle arrive chez l'homme. Voilà. Ça, de tuer ou de prévenir les infections. Oui. Nous, on est plutôt... prévenir pour le moment. Oui. Parce que tuer, il faut dire que ces bactéries sont sensibles aux antibiotiques en général. Donc, il n'y a pas un gros problème pour le moment de résistance aux antibiotiques. Ça veut dire que si une personne est infectée et elle est traitée précocement avec des antibiotiques, normalement, on va éviter les maladies graves. Vous avez dit que ça pouvait être létal quand même. Voilà. Parce que souvent, le problème dans cette infection-là, c'est la diagnostic. Donc, comme les symptômes des patients sont assez génériques et ne sont pas très spécifiques de la maladie, ça prend beaucoup de temps dans les hôpitaux, parfois, pour comprendre c'est quoi qui se passe pour le patient, c'est quoi l'agent qui donne l'infection. Et donc, ça peut être trop tard. C'est-à-dire quand le patient est déjà en septicémie avancée. Alors, vous travaillez aussi, je pense, à un test chez l'animal pour voir s'il porte cette souche violente. Ça, c'est vrai que ce serait pratique. Exactement. Donc, on est en train de travailler, ça c'est une collaboration avec un institut de santé du nord d'Italie. Donc, on est en train de mettre à point un test en prenant un échantillon salivaire du chien ou du chat, et pour détecter l'ADN, donc la présence des souches que, comme je viens de vous dire précédemment, ont une capsule de type plus virulente. Donc, ça veut dire qu'on pourrait tester les chiens et les chats et pouvoir dire au propriétaire, attention, votre chien est porteur de cette souche-là qui potentiellement pourrait infecter une personne. Donc, vous trouvez que c'est une bonne idée qu'à un moment donné, ce test soit fait systématiquement ou pas? Oui, c'est ça le but, en fait, spécialement avec l'Institut de santé italienne qui s'occupe, en fait, de l'observation des zoonoses. C'est, en fait, de développer un test qui pourra être appliqué, un protocole qui pourra être appliqué directement même dans le cabinet de vétérinaire, par exemple, si un propriétaire voudrait bien savoir est-ce que mon chien est potentiellement dangereux ou pas. Alors, vous ne vous occupez pas que de cette fameuse bactérie, vous êtes aussi en relation avec la région wallonne, où là, même si vous êtes un chercheur du fondamental, vous faites aussi des recherches pour des applications, notamment certains enzymes. Voilà. En fait, en étudiant la Capnocytophaga cacaniamorsus et en s'occupant de l'enveloppe, on s'occupe aussi, pas que de sucre comme la capsule, mais aussi de protéines qui se trouvent en surface. Et ces bactéries-là ont la capacité de produire beaucoup de protéines et de les sécréter, ça veut dire de les larguer hors de la cellule. Et c'est quoi cette protéine? Notamment, ce sont des enzymes. Ces enzymes vont cibler différentes molécules organiques. Ça pourrait être de sucre. Dans ces cas-là, on va avoir des glycosylhydrolases. Attendez, parce que là, ça devient trop compliqué. Donc, ces enzymes, ça peut être utilisé pour l'industrie. Voilà. C'est ça. Ce sont des enzymes qui permettent de décomposer de la matière organique comme de sucre ou, par exemple, de protéines. Et cette enzyme-là, ces bactéries-là, ils sont capables de produire différents types d'enzymes avec différentes spécificités, et notamment dans le domaine industriel maintenant, il y a une demande alimentaire, agroalimentaire, pesticides.
pesticides, voilà. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que, d'un point de vue philosophique, la recherche fondamentale, pure et dure, permet aussi d'avoir des applications dans l'industrie. Et là, pour la région wallonne, c'est cash. Exactement. Les connaissances qu'on a acquises sur comment les bactéries sont capables de sécréter ces enzymes, on a pu les appliquer à des projets avec un but, disons, plus appliqué et surtout industriel. Et ça, on a un cours de projet pour ça. Alors dites-moi, un chercheur comme vous, ça réfléchit comme un fonctionnaire à des heures bien précises, ou c'est jour et nuit, en prenant une douche, en jouant au tennis, si vous jouez au tennis Non, c'est pas comme un employé, ça c'est sûr. Et on réfléchit tout le temps, en fait. Mais c'est vrai, dans mon cas au moins, parfois, on a plus de réflexion pendant qu'on a des moments qu'on est hors de notre environnement de travail. Oui. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas du tennis. Je suis pas bien en tennis, mais par contre, je cours, je fais du vélo. Et là, c'est vrai qu'en étant son de sport, en fait, on est toute seule. Et donc, ça permet de réfléchir. Et parfois, il y a des idées qui viennent, en fait, plus quand on se détache pour un moment de notre environnement de travail. Et voilà. Vous avez un chien ou un chat? Pas maintenant, mais j'en ai eu. Vous avez fait les tests? Évidemment. Et il était négatif pour les souches virulentes. Ah, d'accord. Donc finalement, vous conseillez aux gens de faire le test? Quand on aura un test, parce que pour le moment, on ne l'a pas encore, mais j'espère que dans... Ce sera pour quand? J'espère dans un an. Ouais. Si tout va bien, disons, je suis assez optimiste. Voilà un scoop. Voilà, et je conseillerais de le faire, mais disons surtout, en fait, une chose qu'on a dit, il y a un certain type de personnes qui sont plus susceptibles à cette infection, et c'est notamment les personnes qui ont, on appelle immunodéprimées, c'est-à-dire qui ont un système immunitaire plus faible. Voilà, dans ces personnes-là, c'est clair, et dans la littérature, on retrouve dans les cas cliniques qui sont plus susceptibles aux infections en général et donc aussi aux infections. Merci d'avoir été mon invité. Vous pouvez retrouver toutes ces interviews, bien entendu, sur LN24, mais aussi sur les sites de la Libre, de Vers l'Avenir et de la DH. Mercredi prochain, vous aurez Paolo Tomasini, chercheur qualifié FNRS en archéologie. Vous verrez, il s'inspire des techniques picturales romaines du passé. Et Anneline Pinson, chercheuse qualifiée FNRS, Université de Liège. Les effets d'une exposition précoce aux perturbateurs endocriniens. Vous verrez, c'est très, très intéressant. Bonne semaine, à la semaine prochaine.